La question fondamentale qui se pose est la suivante. Est-ce que les Béninois sont attachés aux fondamentaux de la Constitution de 1990? Je peux dire oui, mais dans le même temps, il faut relever que la révision de la Constitution qui est intervenue en 2019, a gardé ses fondamentaux. Et l'essentiel de ce qu'il faut retenir alors, c'est qu'il y a deux sortes de catégories des fondamentaux qu'il faut distinguer. La première catégorie, il s'agit de ce qui constitue les socles, ce qui constitue des valeurs intangibles qu'on ne peut pas toucher, et à savoir, par exemple, la forme républicaine et la laïcité de l'État, oui, la limitation du mandat à deux. Et je précise, excusez-moi, j'ouvre une petite parenthèse, non seulement jamais le Bénin n'est allé tripatouiller la Constitution pour modifier le nombre de mandats présidentiels, mais au moment de la révision de 2019, il a été rajouté cette petite phrase, le président de la République ne peut pas faire plus de 2 mandats dans sa vie. Exactement. Exactement. Je dirais même que ça a été renforcé et sécurisé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que aujourd'hui, au niveau de la deuxième catégorie, justement, qui a été abordée, liée aux libertés et aux droits humains, est-ce que la question qui se pose, c'est que est-ce que la révision de 2019 tient compte de ces catégories? Oui, parce que c'est la liberté est toujours gardée. La Charte africaine des droits de l'homme fait partie intégrante de la révision qui est intervenue en 2019. Donc vous applaudissez dès demain la révision constitutionnelle de 2019, qui fut d'ailleurs, je le précise, pour tous ceux qui nous écoutent à travers le continent, 2019, ça a été la première fois que la Constitution était révisée ici au Bénin. Eric Oundété, le fait, cette révision constitutionnelle, elle vous convient, vous qui êtes dans l'opposition, le fait que nul ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie? Bon, en fait, ça ne change pas grand-chose pour moi. Parce que ceux qui prônent nul ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie ont trouvé maintenant l'alchimie de me montrer ou de me faire croire que le président Patrice Talon est né en 2019 et que donc quoi? Et que donc, il pourrait se présenter à nouveau. Mais excusez-moi, puisque vous partez... excusez-moi, Eric Oundété, puisque vous lancez le débat sur ce point-là, a-t-on changé de république en 2019, au moment de la révision constitutionnelle? Non, on ne peut pas changer de république, on n'a pas changé de république, rien n'a changé. Et pourquoi mettrait-on les compteurs à zéro, donc, depuis 2019? Posez-leur la question. Non, mais c'est vous. C'est eux qui croient que leur président est né après 2019. Puisqu'on a dit, nul ne peut être président plus de 2 fois de sa vie. Et il trouve l'ingénieuse idée de dire que c'est un mandat, c'est une constitution remise à zéro. Alors je voudrais... C'est ils se connaissent. Je voudrais que votre voisin, Monsieur Aladati, puisse réagir évidemment à vos propos et nous donner son interprétation de la Constitution de 2019. Je vous en prie. Oui, merci beaucoup, Juan. Avec le bout de phrase, nul de sa vie ne peut faire plus de 2 mandats, même dans le contexte d'une nouvelle république, nul ne pourra faire plus de 2 mandats. Et le débat est vidé. Donc, même Monsieur Aladati, le débat lancé par l'opposition est un débat stérile. C'est un débat non-sens. C'est un débat, ça n'a pas de sens. Et le Parlement, Juan, qui a pu mettre cette disposition dans la Constitution, c'est un Parlement totalement contrôlé par le président Patrice Talon. Oui, c'est à l'époque du Parlement monocolore. 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 Voilà, totalement. S'il vous plaît, il faut rappeler le contexte effectivement de la révision constitutionnelle. Il n'y a pas eu de référendum. Ce sont les députés qui l'ont révisé. Et à l'époque, effectivement, l'Assemblée était exclusivement composée de partis de la majorité présidentielle. D'où l'intitulé Assemblée monocolore. On le fait pour le bien-être collectif et pas pour nous-mêmes. Voilà la conclusion. Albert a déjà le micro RFI. Bonjour Albert. Bonjour Juan. On survole donc les 35 dernières années et vous souhaitiez-vous nous interpeller ce matin sur les élections législatives de 2019. Alors c'est vrai que ces élections ont été perçues par une partie de l'opinion publique béninoise et même internationale comme étant un recul de la démocratie dans votre pays. Je me dis quand même que cette loi 2019-là, qui faisait que ces acteurs politiques, l'opposition devait quand même remplir un certain nombre de conditions,
et de démarches conditions pour participer aux participer à ces législatives. élections-là. Si ces partis d'opposition n'ont pas pu aller au bout de ce processus, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait imputer à l'exécutif de l'époque, au ministère de l'Intérieur qui a organisé les élections. C'est beaucoup plus lié à la non-préparation à temps des partis politiques qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout du processus. Donc la faute à l'opposition, si elle n'a pas pu participer. Les partis politiques de l'opposition qui n'ont pas pu. Oui. Et même, je voudrais terminer pour dire que le taux de participation était 25% à l'époque. Excusez-moi, et je vais faire réagir nos invités, le fait que le Bénin, en 2019, ait battu des records d'abstention, c'est peut-être qu'une partie de l'opinion et des électeurs ne se sentait pas concernés par ce scrutin. Justement, monsieur le porte-parole du gouvernement, Wilfried Béji, deux partis autorisés à participer donc aux élections législatives, tous les deux sont de la majorité présidentielle, et on se retrouve au final, et on en parlait juste avant le journal, avec un gouvernement monocolore, un gouvernement pro-Patrice Talon. Je vous remercie. Vous avez dit que deux partis avaient été autorisés à prendre part aux élections. Non. Deux partis ont été qualifiés pour prendre part aux élections. Certains partis n'ont pas rempli les conditions et se sont disqualifiés eux-mêmes. Mon voisin de droite vous le dira, il ne me démentirait pas. Lorsqu'il y a eu complications parce qu'ils avaient des difficultés, tous les partis, presque, à remplir les conditions, le chef de l'État les a reçus en tant qu'acteurs politiques et leur a demandé d'aller trouver les solutions à l'Assemblée où les lois ont été votées. Ils ont trouvé un modus operandi pour avancer. Mon voisin de droite, qui était signataire de cet accord, quelques heures, pour ne pas dire quelques jours après, il a renié sa propre signature. Et ça a entraîné la suite. Cela dit, à supposer que 2019 ait été un mal, avec le recul, on doit être assez honnête pour dire que ce fut un mal pour un bien. Vous avez parlé tout à l'heure d'une révision constitutionnelle intervenue en 2019. Dans ce contexte-là, je vous mettrais au défi de prendre n'importe quel autre pays qui ferait une révision dans ces conditions et renforcerait plutôt les garanties qu'il y a depuis 1990 plutôt que de lever les verrous. Le vain débat sur un nouveau premier ou troisième mandat, vous comprenez, on l'a soldé pendant qu'il n'y avait que des partis soutenant le président de la République à l'Assemblée. Alors, je voudrais qu'on donne justement votre micro à votre voisin de droite, Éric Oundété. 2019, ça a été un coup dur pour la démocratie béninoise. Merci beaucoup. Je pense qu'on devrait fermer cette parenthèse de la honte, parce que c'est inacceptable qu'à quelques jours des élections, le président de la Cour constitutionnelle se lève et modifie les règles d'existence des partis politiques. Voilà la vérité. Comment trouvez-vous, Juan Gomez, que ce ne soit que les partis d'opposition qui soient incapables de remplir des fiches sur lesquelles on met nom, prénom, date, lieu de naissance, résidence? Donc c'était une stratégie pour nuire exclusivement l'opposition. C'était une stratégie pour empêcher l'opposition d'être au Parlement. Et ils en sont fiers. Ce pays de symbole de démocratie, un Parlement monocolore. D'accord. Et ces personnes pensent que ils ont la pensée unique, exclusive, favorable pour le Bénin. Éric Oundété, on va donner la parole au doyen. Monsieur Robert Dossou, qu'avez-vous retenu justement de cette période 2019-2020 ? Je me maintiens dans ma logique de marmite bouillonnante de liberté et pas d'autre chose. J'ai dit, la marmite a bouillonné, Conseil national a enlevé le couvercle et les vapeurs partent dans toutes les directions. Est-ce que l'histoire commande que quelqu'un d'autre arrive et remette le couvercle sur cette marmite? Non. Les dérapages de l'histoire vont commencer à partir de là. 2019. C'est un couvercle énorme qui est venu, qu'on a posé sur la marmite. Or, quand la marmite bouillonne, calmez-vous. Mettez-vous à la dimension de l'histoire et patientez. Les vapeurs vont encore tomber et tout va se calmer et nous allons continuer dans la paix et la tranquillité. Robert Dossou, je rappelle que 4 ans plus tard, l'opposition est revenue à l'Assemblée nationale. L'opposition a rempli les critères qui étaient les mêmes que ceux imposés en 2019. On redonne la parole au public. Je crois que c'est Honoré. Bonjour Honoré. Bonjour Juan. L'instauration des parrainages pour être candidat à l'élection présidentielle, voilà le sujet sur lequel vous souhaitez nous interpeller. Je crois que le parrainage, c'est un bébé que nous avons mis au monde. Et il faut le laisser grandir. Le parrainage n'est pas mauvais. C'est vrai que dans la sous-région,
Des pays comme le Sénégal, le Nigeria l'ont expérimenté et ça n'a pas encore marché. Mais les insuffisances du parrainage, c'est ça qu'il faut relever et corriger. Oui, je rappelle simplement aux auditeurs que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être parrainé par des élus, soit par des députés, soit par des maires. Oui, je pense que les partis de l'opposition ont aussi des députés à l'Assemblée et ont des maires aussi. Le problème de parrainage ne se pose pas au niveau de l'opposition. Maintenant, est-ce qu'il faut laisser les députés parrainer les candidats qu'ils veulent? C'est là le problème se pose, je pense. Oui, et ça fait débat ici. Est-ce qu'un député peut parrainer le candidat qu'il souhaite, ou est-il obligé, comme c'est la loi maintenant depuis quasiment un an, forcément parrainer quelqu'un de son propre parti qui veut prendre la parole? Peut-être Monsieur Aladati, allez-y. Sur les parrainages, nous avons convenu que la dévolution du pouvoir se fasse à travers les partis politiques. Depuis la Constitution, générée par le doyen Robert Dossou, au Bénin, pour envoyer des députés à l'Assemblée nationale, ce sont les partis politiques. Pour faire élire des conseillers communaux, ce sont les partis politiques. Il n'y a qu'au niveau de la présidentielle, où n'importe quel kidam peut venir, avec un peu d'argent, distribuer à la volée, prendre en otage le pays et prétendre le diriger. Et c'est par rapport à cela que le parrainage a été institué pour que, d'un bout à l'autre, on ait la main des partis politiques sur la dévolution du pouvoir d'État. Éric Oundété, je vous sens très attentif, ou peut-être réfléchissez-vous en ce moment à ce que vous allez dire. Mais ne fallait-il pas à un moment donné limiter le nombre de candidats à l'élection présidentielle au Bénin, faire en sorte qu'il n'y ait plus de candidatures fantaisistes? Il est évident qu'on ne peut pas permettre des candidatures fantaisistes. La question c'est sur quels paramètres agit-on pour qu'il n'y ait pas de candidature fantaisiste. Il y a eu un ensemble de paramètres, dont, entre autres, la caution. La caution, au moment, on a mis 50 millions, on a mis 25 millions, on a mis 15 millions, etc. C'était un critère. Le critère de parrainage est un critère acceptable, mais il ne peut pas être vicieux. Exemple, nous sommes aujourd'hui dans un Parlement qui compte 109 députés, dont 28 de l'opposition. Nous sommes dans un pays où il y a 77 mairies quasiment annexées par le pouvoir en place. Alors, on demande à ce groupe de gens d'avoir à produire les parrains. Et comment? Il faut que les parrains proviennent de 15 circonscriptions sur les 24. Oui, c'est un peu technique, mais il faut suivre. Mais c'est intéressant. Poursuivez. De 15 circonscriptions sur les 24. En fait, c'est fait exprès. Les démocrates ont exactement 28 députés provenant de 15 circonscriptions sur les 24. Donc c'est un peu comme de la poudre aux yeux à l'opposition en disant mais on a quand même permis que les démocrates et les autres qui ne sont pas démocrates. Démocrate, c'est votre parti, je le précise. C'est mon parti, et vous parlez donc des autres partis de l'opposition. L'élection présidentielle ne peut pas être coincée autour de 2 ou 3 entités. Oui. Wilfried Oumedji, la classe politique béninoise se résume, comme l'affirme à l'instant l'opposant, à 2-3 partis et tout est fait pour pas qu'elle s'élargisse davantage? À l'heure où nous sommes, nous avons au moins une quinzaine de partis politiques au Bénin et il n'est pas exclu que d'ici à ce soir, il y en ait d'autres, que dans un mois, il y en ait d'autres. On n'a pas à limiter le nombre de partis. Élisée, bonjour. Bonjour Juan Gomez. Sur quoi souhaitez-vous nous interpeller? Je suis fier d'être béninois, fier de notre démocratie. Et malheureusement, sur le plan démocratique, nous avons connu des régressions. À quel malheureusement. Donnez-nous un exemple, allez droit au but. Que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, ce que nous on souhaite, c'est qu'on essaye de donner beaucoup plus de temps aux Béninois d'être libres dans l'usage de leurs paroles. La liberté d'expression compte beaucoup. Mais sur quel point? Je croyais que vous souhaitiez nous parler de... Et nous avons des prisonniers politiques également. Alors justement, les prisonniers politiques, je crois, le chef de l'État ou la gouvernance actuelle aura beaucoup à gagner en libérant ceux-là qui se retrouvent dans les geôles. Donc pour vous, il y a des opposants qui sont en prison en ce moment? Oui, et je pense que le gouvernement travaille bien. Mais sur le plan de la démocratie, pour l'image du pays, essayons de les libérer pour qu'on puisse rehausser l'image de la démocratie au Bénin. Orden Aladati, des personnalités de l'opposition condamnées par la Criette, on en parlait en début d'émission, c'est la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Certains, comme cet auditeur, ont quand même l'impression, effectivement, que cette Criette, elle est aux ordres du pouvoir.
Non, pas du tout. Et j'ai du mal à suivre le compatriote. Donc, à le suivre, c'est que les voleurs de bétail et tout, ils demandent qu'on les maintienne en prison. Et les grosses personnes, par exemple, peut-être qui ont volé, juste parce qu'ils sont des opposants, le président de la République décrète qu'il faut les libérer. Non, ce n'est pas l'état de droit et l'équité de la conférence nationale. Parce que quand on parle des acquis de la conférence nationale, il ne s'agit pas d'acquis à géométrie variable. C'est un état de droit. Il y a un code pénal qui est en vigueur. On ne peut pas donner un blanc-seing à l'opposant juste parce qu'il est opposant, qu'il soit absous et qu'il ne doit pas répondre des actes qu'il commet par ailleurs. Et ça, c'est intolérable dans un état de droit. Éric Oundété, de l'opposition, c'est vrai qu'il y a plusieurs ténors de l'opposition qui ont été condamnés. Que vous inspirent ces condamnations? Je suis formel, il n'y a plus de justice au Bénin. Toutes ces personnes qu'on a déposées en prison, avec des condamnations fantaisistes, 20 ans, 10 ans, etc. Parfois, vous cherchez qu'est-ce qu'ils ont pu faire et que d'autres qui sont les chantres du pouvoir n'ont pas fait. Quand vous cherchez, vous ne trouvez pas. Éric Oundété, vous ne pouvez pas non plus nier que des proches du président de la République, des personnalités qui l'ont soutenu, ont été également poursuivis par la criette. Mais c'est ça qui vient justement renforcer le fait que nous n'avons pas de justice. Si des personnes qui sont proches du chef de l'État dérangent ses intérêts, ils ne sont plus considérés comme ses proches. Ils sont traités comme les autres. Allez, on prolonge le débat. Il nous reste quelques minutes. On retourne au public. Bonjour Malik. Bonjour Juan. Vous nous interpellez sur une loi qui a suscité une levée de bouclier ici au Bénin, le droit de grève. Le droit de grève a été clairement interdit dans certains secteurs. En ce qui concerne le droit de grève, je ne me ferai pas le procès ici de dénoncer, mais c'est de rappeler aux autorités qu'il y a un principe démocratique qui a permis à un pouvoir de s'installer. Et les Béninois, pour ceux qui ont de la mémoire, ils doivent savoir que dans un passé récent, ces grèves-là ont été utilisées, n'est-ce pas, pour exprimer des besoins de changement, c'est-à-dire dans le pouvoir qui gouvernait à l'époque. Et donc vous avez vécu cette restriction du droit de grève comme une injustice, comme un recul? L'image que nous avons aujourd'hui du Bénin, c'est qu'il y a un cadrage sauvage imposé par le législateur. C'est trop serré, c'est trop cadré, c'est sauvage. C'est pourquoi il parle de cadrage sauvage. Je rappelle qu'il est impossible de faire grève maintenant dans les hôpitaux, la justice, la sécurité. Il y a même d'autres secteurs qui sont concernés. On va pas tous les citer, mais effectivement, monsieur le porte-parole du gouvernement, Wilfried Oungbeji, est-ce qu'il n'y a pas là clairement une atteinte au droit des travailleurs, le droit de faire grève? Je suis sûr que si aujourd'hui vous faites un sondage dans le Bénin, et l'opposition ne me démentirait pas, la grande majorité des Béninois vous dirait on ne veut plus qu'il y ait de grève sauvage dans la santé, on n'en veut plus dans l'enseignement parce qu'on voit que ça fonctionne mieux. Mais comme le rappelait l'auditeur tout à l'heure, ce droit de grève a aussi profité à un moment donné à la majorité présidentielle, à son époque. Soit aujourd'hui, on n'interdit pas radicalement de faire grève. Il y a des secteurs considérés comme vitaux. Je ne caricature pas, je vous dis, avant 2018, vous pouvez, si votre femme est béninoise et qu'elle va dans un hôpital public en travail, quelqu'un va lui dire, madame, désolé, nous sommes en grève, on ne peut pas s'occuper de vous, tant pis pour la vie de l'enfant que vous portez. On a vécu ça ici, au Bénin. On a droit à 10 jours de grève par an. Peut-être que dans 20 ans, les conditions seront telles que les dirigeants de demain vont dire on peut s'autoriser 100 jours de grève dans l'année si on veut. Je voudrais un tour de table pour terminer cette émission et la priorité évidemment à celui qui a moins pris le micro RFI ce matin, Robert Dossou, vous qui avez été un acteur, vous étiez au cœur de cette conférence nationale souveraine il y a 35 ans. Quelle est votre conclusion? La toile de fond de ce que la conférence nationale a créé est encore dans les esprits. Mais le système a mis un couvercle. Aujourd'hui, la séparation des pouvoirs n'existe pratiquement plus. Et moi, j'ai même poussé, j'ai dit que nous ne sommes plus en régime présidentiel, nous sommes en régime présidentialiste. Il y a des peurs dans le pays, on ne peut pas ne pas le reconnaître. Celui qui pense autrement que vous ne doit jamais être rejeté. Donc il faut absolument encourager la contradiction, sinon on plonge dans
l'infaillibilité. On se croit infaillible. Merci beaucoup. Et ça crée des bêtises. Merci infiniment, Robert Dossou. 30 secondes de conclusion à chacun. Orden Aladati, votre mot de la fin. Je voudrais inviter mes frères béninois et les peuples africains à suivre attentivement ce qui se passe, surtout en Afrique de l'Ouest. C'est parce que ce fourmillement n'a pas été encadré à temps que les populations manquaient d'eau, d'électricité, de santé, de sécurité et qui a amené ce qu'on observe dans la sous-région. La loi des plus nombreux, c'est-à-dire que ceux qui sont les plus nombreux, et que la minorité accepte qu'après le débat démocratique, qu'on prenne la décision et que ce soit la majorité qui l'emporte sur la minorité. Bon, ce sera votre mot de la fin. Éric Koundété, s'il vous plaît, votre conclusion. La conférence nationale a voulu que les Béninois vivent mieux, se portent mieux. Aujourd'hui, je constate avec vous que l'indice de développement humain indique que nous étions 159e en 2015. En 2021, nous sommes passés 166e. Donc on a reculé. Pendant ce temps, un Parlement contrôlé en majorité par le régime dont on parle refuse qu'on assiste les dialysés de façon conséquente. Vous revenez au droit de grève. Il revient au droit de grève. S'il vous plaît, le mot de la fin, parce que là, on va couper l'antenne. Wilfried Oungbeji, le mot de la fin. Je vous remercie. Éric Koundété a eu la bonne idée de conclure avec les chiffres dont lui seul connaît la source, parce qu'il sait qu'on ne peut pas rebondir là-dessus. Alors, la conférence nationale de 90 a été un essai. En rugby, quand vous obtenez un essai, c'est encore plus agréable de le transformer. Et pendant longtemps, en tout cas jusqu'en 2016, on a manqué de transformer l'essai. Et c'est à ça que les Béninois, tous ensemble, s'emploient aujourd'hui. Les acquis qu'on obtient, c'est l'œuvre de tous les Béninois et pas que de Patrice Talon et de son gouvernement. Et il faut féliciter et encourager les Béninois à continuer dans ce sens. Merci infiniment Wilfried Oungbeji, Éric Koundété, Orden Aladati et un grand merci à Robert Dossou d'avoir été avec nous ce matin.